Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour votre émission APJ au peuple des Jugés. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jean Bosco Bala qui a accepté d'être avec nous sur ce plateau. Jean Bosco Bala, bienvenue. Merci beaucoup, Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier président du CESAC, président des radios communautaires, prêtre ordonné depuis 31 ans. Exact. Licencié en philosophie, en théologie, beaucoup de casquettes. Mais vous avez eu combien de temps pour vous donner à toutes ces choses? Je ne sais pas, hein, c'est toute une vie. La vie d'un homme est remplie de ces événements, de cette séquence d'événements. Quand vous étiez nommé, quand vous étiez à l'époque nommé comme président, le premier président du CESAC, on a eu l'impression comme si vous tombez du ciel. Hein. C'était, je crois, une impression qui m'a d'abord surpris moi-même parce que plusieurs fois j'étais dans les médias. Je suis journaliste. Inconnu dans la capitale congolaise. Peut-être parce que je n'y ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai étudié ici. J'ai étudié aux facultés catholiques qu'on appelle aujourd'hui université UCC, donc l'université catholique du Congo. Et bon, j'ai aussi travaillé ici comme prêtre. J'ai été vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Lipen. Je ne sais pas. Entre-temps, comme qui dirait les chrétiens catholiques, connaissaient qui était Jean Bosco Bala déjà. Beaucoup de gens me connaissaient. Je suis passé beaucoup dans les médias. D'abord, lorsque nous étions dans cette lutte pour la paix chez nous, ma voix était entendue sur les radios internationales lorsque je donnais le compte-rendu des événements qui se passaient chez nous, où nous dénoncions tout le mal qui s'y passait. J'ai passé sur La Voix de l'Amérique, RFI, et BBC, Radio Vatican, etc. Donc, entre-temps aussi, c'est vrai, je sais ce qui se passe. Le microcosme quinois n'accepte pas souvent qu'il y a des valeurs ailleurs, n'est-ce pas? Qu'il y a des valeurs à l'intérieur du pays et que de l'intérieur du pays, il peut y avoir des gens qui ont quelque chose à apporter à la République. Ça, c'est toujours dans toutes les capitales du monde, il y a toujours ce petit complexe-là. Et donc, j'ai vu des gens, j'ai vu un jour un jeune homme qui écrivait n'importe quoi sur moi. Je l'ai invité chez moi à mon bureau, au CESAC, et je lui ai dit, jeune homme, si tu avais pris la peine d'entrer dans Google et de taper simplement mon nom, tu découvrirais que je suis journaliste et que j'ai commencé les journalistes avant que tu sois né, n'est-ce pas? Oui. Tu découvrirais que je suis communicologue. Oui, Jean Bosco Bala, oui. Vous êtes originaire de l'Est. Je suis originaire de Bukavu exactement, de la ville de Bukavu même, parce que mon grand-père était le grand chef coutumier de la ville de Bukavu. C'était le prince Nyalukemba, qui est le frère du Mwami Kabare, qui règne sur le royaume qu'on appelait dans le temps le Bushi. Je suis donc un prince de sang. Vous êtes Mouchi. Je suis Mouchi, oui. Un prince de sang qui est devenu un prince du ciel. De l'Église. Non, je ne suis pas prince de l'Église, mais je suis serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu qui a abandonné un peu Non, pas tant que ça. Hein. Je continue à faire. Écoutez, il n'y a pas de dichotomie entre ma vie de prêtre et ma vie comme militant des droits de l'homme, comme acteur social. Parce que le Christ lui-même avait dit à ses disciples, à ses apôtres, lorsqu'ils sont venus lui dire, ces gens ont faim, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et donc, depuis le Concile Vatican II, d'ailleurs, la Constitution Gaudium et Spes dit explicitement que le chrétien qui ne s'occupe pas, n'est-ce pas, de son salut terrestre, met gravement en danger son salut céleste. Ça signifie qu'aujourd'hui, le chrétien est obligé, le prêtre, ce n'est pas seulement... C'est-à-dire, Abbé Bala se préoccupe de son salut terrestre d'abord. Il doit s'occuper du développement humain, il doit s'occuper du bien-être de ceux, des brebis qu'on me donne. Vous êtes quel curé, vous venez dire aux gens que Dieu vous aime, et entre-temps, les gens sont en train de mourir de choléra, vous ne prenez aucune mesure, vous ne les aidez pas, les gens sont en train de mourir de faim, les gens subissent l'injustice. Okay. Vous êtes élève, je comprends, communicateur, vous avez la parole dans votre bouche, on ne peut pas vous l'arracher facilement. Oui. Mais à Miriki, il y a eu des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo.
les Nandais et les Hutus des Tueries, quelle incidence est sur le plan de la région des Grands Lacs? C'est un problème à prendre très au sérieux. D'autant plus que ce n'est pas un problème qui commence aujourd'hui. C'est un problème qui prend peut-être de l'ampleur maintenant, ou bien que, j'allais dire... Qui ne commence pas aujourd'hui, c'est-à-dire... Ça ne commence pas aujourd'hui. Les conflits ethniques qu'il y a eu dans le Nord Kivu sont connus. Hein? La guerre du Kanyarwanda, comme on disait, lorsqu'il y avait ce conflit entre communautés dans le Nord Kivu, les communautés Hutu, Tutsi, Nande, Hunde, etc., dans le Nord Kivu, tout cela est connu. Ça a été exacerbé, évidemment, avec les génocides du Rwanda, où il y a eu tout un afflux, justement, non seulement de réfugiés, mais aussi les anciens combattants de l'armée rwandaise, mais aussi les milices FDLR qui sont venus se déverser sur le nord et le sud Kivu. Tout le problème est là. Ce problème maintenant de cohabitation entre ethnies est exacerbé par le fait que certains, parmi ces gens-là qui sont venus avec les armes à la main, prétendant s'opposer à leur pays, mais ils ne vont jamais faire des incursions là-bas, se sont ancrés sur le territoire, n'est-ce pas, dans le Rutshuru, le Massissi, etc. Ils ont occupé des terres et ils ont occupé des entités entières qu'ils administrent. Et avec la confusion qu'ils font, parce qu'ils se mélangent plus facilement à la population Hutu qui est là-bas, il y a donc une certaine peur de la part de la communauté Nandé, parce que c'est vraiment la frontière. Lubero et Rutshuru sont deux entités, deux territoires qui sont côte à côte, mais dont les populations se mélangent parfois. Une question me vient en tête. On n'a pas assez de temps, M. Jean Bosco Bala, mais durant la guerre d'M23, on n'a pas entendu les Hutus et les Nandais s'entretuer. Après la guerre, il y a toujours des dissensions, des postes de résistance sur le plan sécuritaire. Apparemment, l'Est nous réserve toujours des feuilletons, des guerres, des tueries. C'est un peu compliqué. Hein? Non, il ne faut pas le voir dans ce sens là-bas. Moi, je le vois dans le sens d'une manipulation qui prend d'abord des racines dans le contexte géopolitique du moment, où, vous savez, après la victoire du M23, qui était donc... la victoire sur le M23. Sur pardon, merci de me corriger. La victoire sur le M23, il y a eu une sorte de recomposition de l'espace de pouvoir là-bas, dans le sens que le M23 venait du Rwanda. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions si l'exacerbation de ces violences ne peut pas être une autre forme de guerre qui ne dit pas son nom, une autre forme de guerre du genre terroriste. Parce que, vous le savez, nous avons connu ça dans les temps au Sud Kivu. À un moment donné, le gouvernement rwandais nous envoyait des faux interams. Madame Colette Brackman en a parlé même dans un article qui a fait sensation. Ces faux interams, de temps en temps qu'on appelait Rasta, etc., tuaient les gens, ils étaient envoyés, on prenait leur famille en otage au Rwanda et on leur disait, vous allez faire des coups au Congo. Et quand s'ils refusaient, eh bien, on tuait leur famille. Alors, ils étaient obligés de faire du mal. Et ce sont ces gens là-bas qui n'étaient pas, c'était des anciens. C'est la même tactique qu'on a dit. C'est des gens c'est presque la même tactique qu'on a vu partir au Rwanda, des gens qu'on a vu rentrer au Rwanda et qu'on revoit encore dans le milieu en train de faire des exactions. Et d'ailleurs, le mode opératoire aujourd'hui indique que c'est une chose qui est planifiée. Dans la mesure où des voisins qui vivaient ensemble ne peuvent pas avoir comme mode de règlement de conflit de se tuer à la machette de façon aussi violente et qui ressemble donc à un message. Et donc aujourd'hui, il faut que les deux communautés et les leaders de ces communautés empêchent que ceci ne devienne un prétexte pour dépeupler. Parce qu'il y a une... Donc ici, il y a les Hutus congolais qui existent et les Hutus, les Interamwe, à l'époque, qui font les va-et-vient. Qui font le va-et-vient. Et ça, c'est connu. Ça, c'est connu. C'est mon hypothèse. Moi, je me dis, aujourd'hui, tout cela est un peu manipulé. Et manipulé dans la mesure où, vous savez, la région là-bas, c'est le grenier
du Nord Kivu et de tous les Kivu. Si vous faites que les populations, parce qu'aujourd'hui, les populations de Miriki, de Bouleusa, de Kanyabayonga, de Luofu, sont en train de fuir. On nous apprend même que certaines populations Hutus, dit-on, nous ne savons pas si c'est des Hutus congolais ou des Hutus, sont en train de vouloir immigrer vers Beni ou vers Bunia pour chercher des terres. Donc ici, le problème de la terre est au centre. La question foncière, la question de jouissance de la terre est au centre de ce conflit. Et il faut que les autorités, non seulement prennent des mesures pour pouvoir d'abord demander aux leaders de mettre fin à une certaine rivalité territoriale. Qui sont ces leaders? Ces leaders sont connus. Les leaders nandais, les leaders politiques nandais, les leaders politiques Hutus. Ils sont d'ailleurs... Mais d'autant plus qu'il y a les Hutus qui ne sont même pas congolais, qui arrivent de l'autre côté du Rwanda. C'est là que le gouvernement doit agir par ce qu'on appelle la puissance publique, c'est-à-dire continuer la traque des FDLR parce que les ultimatums qu'on leur a donnés sont expirés depuis longtemps. Rien n'explique que leur présence puisse perdurer dans ces milieux et dans ces territoires. Et rien n'explique non plus que l'on puisse laisser. Parce que ce qui fait le lit de telles situations dramatiques, c'est quoi? C'est l'absence de l'État. C'est-à-dire que là-bas, il faut aujourd'hui que les autorités militaires prennent les choses en main. Mais comment distinguer un Interamwe qui est Hutu d'un Hutu congolais? Comment les distinguer? Bien, il ne s'agit pas d'une question de morphologie. Les FDLR sont un corps organisé et ils se connaissent, les gens les connaissent comme tels. Les gens savent, eux, les différencier. Peut-être que vous, si vous les rencontrez sur la rue avec un autre Congolais Hutu, vous n'allez pas les reconnaître. Mais les gens, eux, savent les différencier. Ceux qui vivent dans ces coins, ceux qui vivent dans ces coins les connaissent. Ils sont organisés aussi. Ils sont organisés en corps militaire. Ce ne sont pas de paisibles citoyens. Ce sont des gens qui se livrent à des trafics, qui sont en train de faire le trafic du charbon de bois, le trafic d'or, de coltan, etc. Ils sont dans tous les trafics. Avec la situation qui prévaut aujourd'hui au Burundi, où il y a les réfugiés Hutus qui se retrouvent sur les sols congolais, nous étions à Uvira, au camp situé à 120 km de la ville d'Uvira, à Ruzizi. Nous avons vu des Hutus burundais qui se trouvent sur les sols congolais. Mais là, nous sommes au Sud Kivu. Mais cette problématique qui débute aujourd'hui ne pourra-t-elle pas contaminer l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs? C'est toute la problématique, justement, de ces guerres qui naissent chez les voisins et qui viennent créer une incidence malheureuse sur la vie des populations de l'Est du Congo. Chaque fois qu'il y a eu des troubles au Rwanda, les populations rwandaises, Hutus et Tutsis, venaient au Congo. Ça a créé tout ce problème que vous connaissez d'identité, de congolité, tout ce qui a été le prétexte, par exemple, de la guerre de 96 avec les Banyamulenge, etc. Ce sont ces problèmes d'immigration et qui n'ont pas été résolus. Et d'autres problèmes avaient été créés du temps du colonisateur belge qui avait donc amené des populations d'origine rwandaise sur le sol congolais. Et en 1960, on a décrété que ces populations devaient devenir congolaises. Puis après, il y a eu toutes les guerres. En 62, en 74, au Rwanda, il y a eu les guerres ethniques entre Hutus et Tutsis. Et chaque fois, c'était les uns ou les autres qui venaient jusqu'au génocide de 94 que nous avons subi dans notre chef parce que 2 millions de Rwandais se sont déversés sur notre territoire. On ne nous a jamais dédommagés pour ce qui a été causé les préjudices causés non seulement à l'écologie de notre coin, mais aussi tous les morts, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et tous ces groupes armés qui sont... Bref, la solution... Aujourd'hui,
le Burundi en ébullition est en train de nous créer exactement le même problème avec le déversement de ces réfugiés. La solution aujourd'hui, c'est que notre pays doit d'abord renforcer le contrôle à ses frontières. Ça, c'est évident. C'est évident. Et donc, tant que nous n'avons pas encore résolu la question de la présence de nos troupes aux frontières, mais aussi de la présence de l'État